Précédemment. Tu peux me rappeler ce qu'on cherche ce coup-ci? On recherche l'or ultime. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Oh bordel, il est juste là, ce con. Il reste peut-être un autre lore qu'on pourrait exploiter. Mais génial, lequel? Mais arrête de faire ça, après il va être inutilisable. Ça fait combien de temps qu'on est là? J'en sais rien, ça doit faire 10-15 minutes. 10-15 minutes, mais on va jamais tenir 2 semaines. Ok, tu as gagné, lance le générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Balthazar Picsou, l'oncle du canard le plus inaudible de l'histoire qui est né du crayon de Karl Barks en 1947 et dont la popularité n'a cessé de grandir à tel point qu'il est plus apprécié que certains membres des Sensational Six. De son nom original Scrooge McDuck, il a été connu par chez nous sous le nom d'Harpagon, d'Edgar, de Jérémie, avant de s'appeler définitivement Balthazar Picsou. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le canard de par la série qui porte son nom et dont je ne citerai pas le générique. Déjà parce que c'est un coup avoir une réclamation sur la vidéo, mais aussi parce que si vous connaissez le générique, rien que le fait de l'évoquer vous le met dans la tête pour les 3 prochains jours. Tu es méprisable. Belle référence mais mauvais canard. Mais ici on va pas s'intéresser au Picsou de la série, ni même au Picsou du film, ni même au Picsou de l'étrange Noël de Mickey. Non, on va s'intéresser à la jeunesse de l'écossais Balthazar McPicsou et comment devenir le canard le plus riche du monde. Soit l'histoire racontée par Jack Lawrence Schalker. Non, mais tu fais bien de le citer, parce que 20 ans avant l'histoire de Don Rosa, soit celle qui nous intéresse ici, l'auteur de science-fiction Jack L. Schalker s'est aussi tenté à l'exercice. Alors, Schalker, c'est un auteur de SF qui aurait été connu pour la série de bouquins Well World, dont je n'ai jamais entendu parler, et qui n'a visiblement jamais été édité en français. Alors, si vous avez des informations sur le sujet, les commentaires sont là pour vous. Et si vous savez pourquoi un auteur de SF s'est attaqué à la jeunesse d'un canard, ça m'intéresse aussi. Bref, comme je l'ai dit, on va surtout s'intéresser à l'histoire écrite par Don Rosa, le successeur de Karl Barks en ce qui concerne le canard, et qui va noter chaque petit détail dans les histoires de Barks pour donner la jeunesse de Picsou. Alors on va commencer par un petit historique du clan McPicsou, un clan qui a quand même aidé à fonder l'Écosse, en boutant les Romains hors de leurs frontières, rien que ça. Ce qui explique peut-être pourquoi ils ont un énorme château. Le clan a connu bien des richesses, mais a toujours fini par pécher à cause de leur principale caractéristique, l'avarice. Au voleur, un assassin, au meurtrier, justice, justicienne. Pour donner quelques exemples, on peut citer William McPicsou, qui en 946 a été abandonné par ses hommes parce qu'il ne les payait pas assez. Faut dire, il a envoyé les archers au combat sans flèches. Duncan McPicsou en 1057, qui a été engagé pour protéger le roi Macbeth, et qui s'est emmuré lui-même avec son propre trésor. Et ainsi de suite jusqu'en 1675, où est apparu le chien. Le chien? Oui, le chien. Une sorte de loup-garou, mais version cabomiteux, qui a forcé le clan à quitter le château, le laissant à l'abandon pendant que les Biskerville récupéraient peu à peu les terres pour leurs boutons. On y reviendra. Pour l'heure, le clan s'est relocalisé à Glasgow et Kenneth McPicsou, l'arrière-grand-père de notre canard, a fait fortune dans le commerce maritime, avant de se faire doubler et de voir son bateau couler, laissant comme seul héritage ses dents en or et sa montre. Son fils, Willie McPicsou, n'était qu'un simple mineur, et il a eu 3 enfants. John, qui est parti aux États-Unis, Jack et Fergus McPicsou, le père de notre héros. C'est en 1877 que notre canard vient au monde, suivi de ses 2 sœurs, Mathilda et Hortense. Et à ce moment, le clan n'a plus de sous, la gloire on s'assoit dessus, bref, c'est plus tellement la joie. Donc, Fergus offre à son fils, pour ses 10 ans, un kit de tireur de chaussures, histoire qu'il commence à gagner sa vie. Et son premier client est un cantonnier nommé Burke, qui le payera avec $1 américain. Alors, c'est pas tellement qu'il a voulu l'arnaquer, mais c'est Fergus qui a tout manigancé pour donner une leçon à son fils. Tiens, c'est bizarre, j'ai un souvenir de Mystique. Oui, il y a bien une histoire avec Mystique, mais j'ai décidé de pas m'attarder dessus. Déjà parce que ça rajoute juste une étape pour que Balthazar récupère sa pièce, mais aussi parce que c'est un peu tôt pour parler des paradoxes temporels. Bref, une leçon qu'il va retenir puisqu'il jure de devenir plus fort que les forts et plus rusé que les rusés. Et il redouble d'efforts pour cirer des chaussures et finit par pouvoir s'acheter un cheval et une charrette
pour vendre de la tourbe de chauffage. Et la meilleure tourbe se trouve sur les terres du clan MacPicsou. Sur place, il se rend compte que le clan rival est en train de piller les tombes à la recherche du trésor perdu de Duncan. D'ailleurs, vous vous souvenez du chien du début? Eh bien en vérité, c'est un costume utilisé par les Biscorville pour faire peur aux canards. Le Fantôme-Lune est en réalité... Balthazar ne se laissera pas faire et avec l'aide d'un mystérieux canard à l'intérieur du château, il les fera fuir en utilisant le même stratagème. C'est-à-dire faire croire que le fantôme de Duncan est bel et bien réel pour les faire fuir, ce qui marchera sans aucun problème. Ok. Et le type qui vivait dans le château, c'est qui? Le vrai fantôme de Duncan. Oui, je sais, c'est paradoxal. Toujours est-il que Balthazar comprend qu'il ne pourra pas faire fortune en vendant de l'herbe. Il décide donc de suivre le signe du destin, le premier dollar qu'il a reçu. Il est temps pour lui d'aller en Amérique. Et c'est ainsi qu'il débarque à Louisville dans le Kentucky. Pourquoi Louisville, me demanderez-vous? Imagine, c'est juste parce que c'est la ville de naissance de Don Rosa. Non, c'est juste ça. Pas seulement, mais c'est en effet une des raisons. L'autre, c'était que Louisville était réellement un lieu central pour la traversée du Mississippi. Mais trêve de palabres, retournons à nos canards, puisque c'est là que Balthazar retrouve son oncle John en pleine partie de poker avec Oscar Porcin. Une partie qui se terminera d'un côté par un full au roi par les as, et de l'autre par un full aux as par les as. Attends, ça fait 7 as dans la même partie. Oui, disons qu'il joue avec des règles spéciales. Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous? Bref, Oscar et John se connaissent depuis bien longtemps puisqu'ils ont déjà participé à une course sur le Mississippi 10 ans plus tôt. Une course qui sera terminée des années plus tard par Balthazar et Vincent Porcin, le neveu d'Oscar. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la découverte du trésor dans l'épave du Drennen White. Et la course-poursuite entre l'équipe de John, composée de son neveu, et de Grégoire Trouve-Tout, le grand-père de Géo, et celle de Porcin, aidée par les Raptous. Oui, ils existaient déjà à l'époque. On va passer les péripéties pour se concentrer sur les Raptous qui trahissent tout le monde et finissent par récupérer le trésor. Mais c'était sans compter sur le génie du jeune canard qui leur indique l'emplacement d'un autre trésor marqué d'une croix sur la carte. AX marque l'emplacement. Sauf que c'était pas un trésor, mais l'emplacement d'un arbre scieur. Alors un arbre scieur, c'est un arbre dont les branches se calent dans le fond de l'eau avant de s'arracher, poussant l'arbre à sortir rapidement et en sciant tout ce qui se trouve sur son passage. Comme un bateau avec à son bord des voleurs qui veulent tuer une bande de canards. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ayant ainsi sauvé le trésor et permis l'arrestation des Raptous, John lui vendra pour une bouchée de pain, ce qui a dû être un effort pour lui, son bateau le $10 000, avant d'aller écrire ses mémoires, des romans qui le mettent un peu beaucoup en valeur. On peut rajouter la fausse modestie aux traits caractéristiques du clan des MacPicsou? Sinon, Balthazar ne sera pas en possession du bateau très longtemps puisque les Raptous le feront exploser 2 ans plus tard, obligeant le canard à changer une nouvelle fois de route, gardant seulement en poche la montre et le dentier de son ancêtre. Dentier qui lui permettra d'affronter les frères James. Je déconne même pas. Avant que Balthazar ne se fasse engager par Murdo Mackenzie, le roi du bétail du Montana. Il se fait alors surnommer Buck et est chargé de surveiller Vindicator, le taureau du bétail. Manque de bol, les frères Mike Viper avaient la nette intention de voler le bovidé et de s'enfuir avec lui dans les Badlands. Ça n'allait pas arrêter Buck qui, pendant la course-poursuite, va être aidé par Theodore Roosevelt. On va finir par devoir faire un compteur de points commun entre Picsou et Indiana Jones si ça continue. Toujours dans sa période d'éleveur de bétail, Balthazar s'est rendu à Java pour vendre 2 taureaux au sultan local. Le fait le plus notable, c'est qu'il retrouve Grégoire Trouve-Tout, qui est en passe d'inventer un prototype de voiture à propulsion volcanique. Mais le temps des éleveurs est révolu à son retour, et Balthazar doit une nouvelle fois changer de direction, devenant prospecteur dans le Montana. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Howard Flersou, le père de John Flersou, le 2e ou 3e canard le plus riche du monde, selon les besoins du scénario. En fait, Picsou a 2 rivaux qui sont toujours présentés comme étant le second canard le plus riche du monde. Du coup, on peut estimer qu'ils se partagent la place au fil du temps. Donc, après avoir vendu les dents de son ancêtre contre de l'équipement et avec l'aide d'Howard, il s'installe à côté de la mine d'Anaconda Hill. Et chacun possède une extrémité de la veine qui se trouve dans le sol. Et donc, ils ont de l'or, de l'argent, du cuivre, soit le truc qui rapportait rien à l'époque. Enfin, qui aurait dû ne rien rapporter, parce qu'à cette époque, l'électricité commence à faire son chemin. Et pour transporter l'électricité, il faut des kilomètres de cuivre. Alors, Balthazar possède une petite partie de la veine qui ne lui rapporte pas assez, par contre, elle est moins profonde que celle d'Anaconda Hill. Et selon une vieille loi de 1843 connue d'Howard, celui qui possède la portion de la veine la moins profonde possède toute la veine. Et c'est ainsi que Flersou fait gagner de l'argent pour la seconde fois à Balthazar. Comment ça pour la seconde fois? Oui, c'est la petite anecdote que vous pouvez lâcher en société pour vous la péter. Il y a quelques années, Howard Flersou était justement en Écosse, alors qu'un jeune canard commençait sa carrière de scieur de chaussures. Oui, par la plus grande des coïncidences,
Le sous-fétiche lui vient de Wart Flersou, et alors qu'il pouvait maintenant jouir d'une mine de cuivre, Balthazar reçut un télégramme de son père. Le clan MacPixou était en danger et Balthazar devait retourner au pays, l'obligeant à vendre sa mine pour 10 000 $. Car en Écosse, les MacPixou font face à leur némésis de toujours, les collecteurs d'impôts. S'ils ne payent pas rapidement les impôts, le château va être vendu aux enchères et sans aucun doute rasé par les Biscorville. Comme quoi, ce chèque de 10 000 € venait bien à point. S'ensuit alors un duel entre le dernier des MacPixou et un membre du clan adverse. Un duel dans lequel Balthazar va perdre la vie. Mais il peut pas perdre la vie, il lui reste plein d'aventures derrière. Alors oui et non, il va bien mourir et se retrouver au paradis où il va rencontrer ses ancêtres. Le temps est venu de rejoindre notre monde pour que nous soyons réunis, toi et moi. S'il se retrouve là, c'est parce que Duncan est intervenu durant le duel, provoquant ainsi sa mort. Sans ça, son destin était de survivre, de gagner de l'argent qu'il garderait dans un coffre, et d'avoir une bande de voleurs qui lui en feront voir de toutes les couleurs. Mais en plus de tout ça, Balthazar Picsou allait devenir le plus punk de tous les canards. Soit une condition visiblement suffisante pour revenir à la vie. Mais c'est complètement con! Oui, alors soit ça s'est passé comme ça, soit c'est Balthazar qui a rêvé toute l'histoire alors qu'il se noyait dans les douves. Bref, le château et l'héritage étaient saufs, et Balthazar pouvait continuer son voyage pour devenir le canard le plus riche du monde. Et sa route allait continuer par un tour du monde qui commence en Afrique où il rencontre un boer, palmipède comme lui, accroché à un buffle. Un bourg, un bord, j'ai jamais vraiment su comment ça se prononçait. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Il a simplement essayé de capturer le buffle d'eau, mais c'est assez difficile lorsque celui-ci est en sous-marin. Et je dois avouer que ça me semble même pratiquement impossible. En effet, en réalité, ce canard est un menteur notoire, et il ne doit son attachement au buffle qu'à un larcin qui s'est mal déroulé. Mais autre caractéristique des MacPixou, Balthazar est aussi un peu naïf, et il gobe son histoire, avant de lui proposer de l'emmener à Kimberley. Bien mal lui en pris, parce qu'après avoir raconté ses histoires, oui, donc on peut carrément barrer l'humilité des caractéristiques des MacPixou. Ce canard africain lui volera tout son équipement durant la nuit. Bon, c'est sans compter la colère de Balthazar qui va amadouer un lion et s'en servir comme monture pour retrouver le voleur, en lui donnant une sentence digne du Far West en le plongeant dans le goudron pour le laquer. Laquer, canard, puis en le recouvrant de plumes, ce qui pour un canard est assez inutile, avant de le rendre à la justice où il aura sans doute un régime d'orange. Orange, canard. Et après 3 ans de recherche infructueuse en Afrique, Balthazar reprendra la route. Il se sera juste fait un nouvel ennemi, Archibald Gripsou, le fameux deuxième canard le plus riche du monde. Après ça, notre canard va retourner en Arizona pour une dernière aventure de cow-boy alors que le Far West touche à sa fin. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. Il retrouve donc pour l'occasion son oncle John dans un spectacle de Buffalo Bill. Oui, tout comme il dit, rencontrer des personnages célèbres, c'est normal pour le canard. Manque de chance, la recette du spectacle est volée par les Dalton. Et comble du comble, l'oncle John a utilisé ses parts du château en Écosse pour le financer. Conclusion, si Balthazar ne les aide pas à récupérer l'argent, c'est sa famille qui se retrouve à la rue. Alors voilà la fine équipe, accompagnée notamment par un natif qui s'appelle Goklae, celui qui baille dans notre langue et qui va leur servir de guide. Bon, l'oncle John a une tendance à croire que ses actions dans les romans sont la réalité, ce qui donne toujours des résultats assez discutables. La fois que je vous ai appris à tirer à l'arc, ça a duré une matinée complète. Vous avez pété 2 cordes, vous êtes foutu l'arc dans l'œil 3 fois, dans mon œil à moi 2 fois, et vous avez fini par planter une flèche dans le cul d'un cheval derrière vous. Oui, dans ce genre-là. Fort heureusement, Buck Picsou se montrera plus efficace en arrêtant le premier Dalton qui l'enfonce dans un cactus. Et pour les autres, il les arrêtera en sautant directement d'un toit avec son cheval dans le salon où il se terre, en criant le nom de son ami natif. Goclamacha, là? Sa version espagnole, plus vite, Geronimo. J'avais dit qu'il connaissait du monde. Et après encore 3 années à trouver des clopinettes, Balthazar s'en va en Australie, à Kalgoorlie. Mais en chemin, il rencontre un chaman, Jabiru Kabirgi, qui l'emmène dans une grotte lui contant une drôle d'histoire. Celle de Kakadu le dingo, qui a volé l'œuf du crocodile Big Dad de son nid. Pour info, Big Dad, c'est le nom de la grotte. Le grand platypus a chassé Kakadu. Et Iria, l'oiseau noir, a envoyé Bunyip, la vague monstre, après le voleur d'œufs. Bunyip a chassé le dingo. Le grand platypus a retrouvé l'œuf, mais a perdu son premier-né. Bon, la légende en va un peu tirée par les cheveux, et de toute façon Balthazar est plus intéressé par l'opale géante qui se trouve dans le fond de la grotte. Manque de bol, un voleur de grand chemin qui suivait le canard vole l'opale et les laisse tous les deux prisonniers dans la grotte. Dr. Jones, encore une fois, vous le voyez, il n'est rien que vous ne possédiez dont je ne réussisse à m'emparer. Balthazar finit par s'en sortir et va poursuivre le bandit. Il le retrouve alors que de gros nuages noirs déversent leur pluie dans les montagnes au loin.
provoquant ainsi un énorme raz-de-marée dans le désert australien. Ce sont pas des montagnes. Ce sont des vagues. Alors, j'ai eu beau chercher, je sais pas si ce phénomène est possible. Quoi qu'il en soit, le voleur s'enfuit et Balthazar ne doit sa survie qu'à la grotte qu'il avait abandonnée plus tôt. Il se retrouva donc là, avec la plus grosse opale qu'il n'avait jamais vue et qui le rendrait riche sans le moindre effort. Et c'est exactement pour ça qu'il l'a remis à sa place. Mais dans cette aventure, notre canard a perdu son bien le plus précieux, son sous-fétiche qu'il avait perdu à Glasgow. Il retrouva un peu plus loin dans une autre grotte le chaman Jabiri qui lui conta la suite de la légende. Comment le premier-né de Platypus fut sauvé par Junai, un oiseau. Et justement, un oiseau a construit son nid à côté de la grotte, où se trouve le sou de Balthazar. Parce que oui, c'était lui Platypus, Kakadou c'était le voleur, etc., etc. Et la légende continue en annonçant à Balthazar d'aller vers le nord, dans le Yukon, à la recherche d'or. Et c'est donc en route pour le Klondike qu'on va retrouver notre canard, qui va devoir pour la première fois de sa vie, emprunter à Soapy Slick. Il était si horrible que ça? Oui, mais on y reviendra plus tard. Pour l'heure, on suit Balthazar qui se rend au nord de la rivière Klondike dans une vallée appelée la Godie Blanche, non sans avoir rencontré un membre de la famille et coutume. Alors le personnage s'appelle Coot et n'apparaît pas dans l'arbre généalogique officiel. Mais sa ressemblance est trop frappante pour n'être qu'anecdotique. Et la Godie Blanche est une terre encore vierge de civilisation, et pour cause puisque gardée par un monstre. Bon, un monstre pas trop dangereux puisque c'est juste un mammouth congelé dans la glace. Bref, notre canard trouve ainsi un gisement qu'il finit par déposer, provoquant la jalousie de Soapy Slick, qui lui vola son contrat tout en l'envoyant par le fond accroché à une ancre. Ce qui est assez amusant parce que c'est exactement ce que voulaient faire les Raptous sur le Mississippi. Et il s'en est sorti comment ? Alors, il n'a pas eu à s'en sortir parce qu'avant ça, Soapy a commis la plus grave de ses erreurs. Il a lu une lettre que venait de recevoir Balthazar qui annonçait le décès de sa mère. En s'en moquant. Après ça, une légende raconte qu'une des cheminées du bateau avait une malformation et qu'elle s'est effondrée juste à ce moment-là, par hasard. Qu'un incendie se serait déclaré après qu'une chaudière ait traversé 3 cloisons en bois, et personne n'arrive encore à expliquer comment ce piano à queue a traversé une baie vitrée. Par contre, le bateau aurait été victime d'une lame de fond de la mer de Bering. À 2000 km de là. Ou alors c'est juste qu'il faut jamais énerver un McPicsou, surtout au sujet de sa mère. Plus probable, toujours est-il que Soapy a été mis derrière les barreaux, et Balthazar finit par trouver une pépite qui fait de lui le canard le plus riche du Klondike. L'autre ennemi, si on peut dire, du canard est la danseuse de salon Goldie O'Guild, qui avait la fâcheuse tendance de voler les honnêtes prospecteurs. Jusqu'au jour où cet honnête prospecteur n'était autre que Balthazar. Du coup, il l'obligeait à travailler pendant un mois dans sa prospection pour qu'elle voie le dur labeur des gens qu'elle volait. Elle, de son côté, acceptait uniquement pour pouvoir récupérer la pépite et l'acte de propriété du nouveau milliardaire. Un mois durant lequel ils ont dû affronter Wyatt Earp, Bat Masterson, Roy Mead, Butch Cassidy et le Kid. Rien que ça. Et à la fin du mois, Balthazar et Goldie montrent toujours des signes d'animosité l'un vers l'autre, mais qui cachent en réalité un véritable amour inavoué et interdit. Un amour qui poussera Goldie à porter plainte contre le canard auprès du colonel Samuel Steele, histoire de pouvoir le revoir. Et Balthazar accepta d'aller la rejoindre sous le prétexte de récupérer sa concession, maintenant libérée par la police montée canadienne. En fait, il était devenu courageux, solide et imperturbable. Cette aventure se termine avec notre canard en possession d'une lettre écrite par Goldie qu'il se refuse de lire et qu'il abandonne dans la neige, ayant peur d'y voir des reproches de la femme qu'il aime en secret. Au final de cette aventure, il ne gardera que le plus beau des trésors, une mèche de cheveux de sa bien-aimée. Et c'est aussi à cette époque que Balthazar achète à Jules et Coutume le fort de Donaldville, qui deviendra plus tard le célèbre coffre. Mais je brûle les étapes. Avant cela, Balthazar retourne un bref instant chez lui, en Écosse, dans l'espoir d'y implanter son empire financier. Cependant, il se rend vite compte qu'il n'a plus sa place dans le village des MacDuck. Oui, pour une raison que j'ignore, ce nom n'est pas traduit. Ce village, donc, qui est tourné vers le passé, alors que Balthazar rêve d'avenir. Il décide donc d'emmener sa famille en Amérique, à Donaldville. Ses sœurs acceptent, mais son père refuse, étant trop vieux pour un tel voyage. Et trop vieux, il l'était, puisque durant la nuit, il tombe dans un profond sommeil, qui l'envoie rejoindre sa femme et le reste du clan des McPicsou. Et en arrivant au Calisota, un état fictif entre la Californie et l'Oregon, ils trouvèrent le fort squatté par les Castors Junior, qui se font renvoyer manu militari hors des lieux. Balthazar pouvait enfin jouir du lieu où allait se trouver son futur coffre, pendant que sa sœur Hortense commençait à flirter avec un certain Rodolphe Duck. Mais ce retour en Amérique allait aussi marquer le retour d'anciens ennemis, les Raptous. En découvrant que leur ancien rival est de retour, ils veulent une nouvelle fois lui voler tous ses biens. Et ils y arrivèrent. Bon, pas très longtemps, puisque les Castors Junior, courroucés par l'affront qu'on leur avait fait, se sont directement plaints au président des États-Unis, qui a une réaction tout à fait normale à ce moment-là. All units, we have a code red.
Oui, un peu comme ça. Le mec il sort la marine, la cavalerie, l'artillerie, tout ça pour laver l'affront de 3 gamins. S'ensuit alors la charge héroïque de Donaldville, avant que l'armée se retrouve face au caractère survolté d'Hortense qui met les soldats en déroute. Et ce fut la retraite héroïque de Donaldville. Au final, il ne restait plus que 2 hommes, Balthazar Picsou et le président des États-Unis, qui en 1902 se trouvait être... Theodore Roosevelt. Exactement, soit l'ami de longue date de Balthazar. Autant dire que le duel s'est vite résolu. Et en compensation, le président Roosevelt arrêtera lui-même les Raptous, qui jurent de revenir plus nombreux pour attaquer le fort de Picsou. Ils vont avoir une drôle de surprise en sortant de prison. 5e rue et grand... Et pour ce qui est du président Roosevelt, Balthazar le retrouvera au Panama lors de la construction du canal pour une histoire de colline d'or. Au final, le canard n'aura comme trésor que le premier ours offert au président. Et après ça, Balthazar a commis sa pire et unique erreur. Gagné par la fièvre de la richesse, il a parcouru l'Afrique avec ses 2 sœurs. Et devant le refus d'un chef de village, Oula Lala, de vendre ses terres, il a réuni quelques brutes pour mettre à sac le village, avant de se déguiser pour arnaquer le chef. Cette toute petite erreur va le poursuivre durant de longues années. Mais d'abord, cette action va lui coûter sa famille. Ses 2 sœurs, outrées par son comportement, ont décidé de le quitter pour retourner à Donaldville. Comprenant son erreur, Balthazar a voulu le rattraper, mais est tombé nez à nez avec un zombie appelé Bombi. Oui, il faut pas trop chercher pour les noms, ils viennent de Barks, et il avait une tendance à faire beaucoup de jeux de mots dans ce cas-là. Il arrive à s'en débarrasser momentanément, et prend un billet pour retourner chez lui. Moi, c'était le plan à la base. Mais les affaires sont les affaires, et il allait décaler son voyage d'1 semaine. Oui, d'une autre. Oui, d'une autre. Il finit au pôle Nord où le zombie retrouva sa trace avant de finir prisonnier dans la glace. Puis il découvrit le rubis qui a inspiré les œufs de Fabergé, devenant ainsi l'un de ses plus précieux trésors. 3 ans après, il fit la traversée de l'Atlantique à bord d'un célèbre navire qui fit la bise à un iceberg. Un iceberg qui gourmait Bombi. Du coup, le Titanic a coulé à cause de Balthazar. Oui, c'est lui qui l'a attiré, mais il arrive à s'en sortir, laissant le zombie au fond de l'eau. Et ce n'est pas encore fini, il continua encore et toujours à repousser son retour, finissant dans une île du Pacifique où encore le zombie le rattrapa. Après 8 ans, fort heureusement, le chaman du village voisin pouvait contrer le maléfice duquel Balthazar était victime. Le tout en échange de son rubis. Une petite incantation plus tard, le zombie était pétrifié pour 30 ans, soit assez longtemps pour contrer le sort. Et ainsi, après 27 ans, Balthazar revient enfin à Donaldville. Sa famille avait décidé de lui pardonner et de préparer une fête pour son retour. Mais après 30 ans en solitaire, le canard était revenu aigri, provoquant une dernière colère de sa sœur Hortense. Elle lui posa un ultimatum. Il avait 2 minutes pour venir s'excuser, ou il ne les reverra plus jamais. Et en moins de 2 minutes, Balthazar fut pris de remords et voulut se faire pardonner, avant de voir la surprise qu'on lui avait préparée. Il était devenu le canard le plus riche du monde. Son objectif était atteint, mais à quel prix? Sa joie dura plus de 2 minutes, lui coûtant ainsi sa famille. Il ne lui restait plus que son argent, et ce que l'argent peut acheter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite. C'était le Game Squeaker, pour vous servir. Ok, donc pour le battre, on doit devenir riche. Non, on doit faire l'incantation qui le paralyse pendant 30 ans. Ok, mais c'est quoi cette incantation? Alors ça, c'est jamais précisé. Mais en quoi ça va nous aider du coup? J'ai peut-être une idée qui pourrait marcher. Donc tu as compris, tu fais comme moi. Ouais, mais je suis pas trop sûr du plan. Bien, on y va à 3. 1, 2, 3. Daba 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 daba. Daba 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 daba. Daba 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 daba. J'y crois pas, ça a marché. Tu vois qu'il fallait pas tellement s'inquiéter. Bon alors, on va l'ouvrir ce coffre. Bon. Il est fermé.